Bonjour, je suis Charlène Petit et vous écoutez le podcast engagé qui rime avec générosité. Avant de plonger dans une masterclass d'économie sur le don, j'aimerais dire un petit mot sur mon partenaire. Le podcast est rendu possible grâce au soutien de Altrui, une association qui a pour mission de promouvoir l'engagement associatif via les canaux digitaux tels que le podcast et les réseaux sociaux. Le mois dernier, elle a enflammé les plateformes d'écoute avec la 2e édition du Podcaston qui a rassemblé plus de 400 podcasteurs francophones ayant chacun accordé une tribune à une association caritative. Ce sont donc des centaines d'organismes que vous pouvez explorer au www.podcaston.org. Vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas à qui donner. C'est le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous le répétez? Philanthropique. Philanthropique. Je vous donne un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Avez-vous remarqué à quel point le don est partout ? À la caisse du supermarché, sur la fiche de paye, dans votre moteur de recherche, les publicités en ligne ou encore dans les programmes de fidélité. Quelle relation l'homo economicus entretient-il avec l'homo donator ? Quand la générosité a-t-elle basculé dans le monde rationnel de l'économie de marché ? Qu'ont révélé les premières recherches comportementales sur les motivations et déterminants du don ? C'est ce que vous allez découvrir en compagnie de mon invitée, l'économiste Françoise Benamou. La générosité agonistique, le dilemme du bon samaritain, l'altruisme pur et impur, ou encore le gift washing n'auront plus de secret pour vous. Bonne écoute! Bonjour Françoise Benamou. Bonjour Charlène Petit. Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de vous recevoir sur le podcast aujourd'hui. On va parler de dons dans l'économie, qui est aussi le titre de votre ouvrage que vous avez coécrit avec Nathalie Moureau en 2022 et qui est paru aux éditions de La Découverte. C'est drôle parce que moi je vous connaissais surtout pour votre ouvrage sur l'économie de la culture que j'ai eu le plaisir de lire pendant mes études en histoire de l'art et en gestion des arts et de la culture, domaine dans lequel vous avez été toujours impliqué d'ailleurs. Vous avez notamment siégé au conseil d'administration du Louvre pendant 6 ans et vous êtes actuellement vice-présidente du comité consultatif des programmes d'Arte, présidente du comité d'éthique de Radio France, mais surtout vous êtes une économiste de formation. Vous présidez d'ailleurs le Cercle des économistes et êtes professeure émérite à l'Université Sorbonne Paris-Nord et également enseignante à Sciences Po Paris. Donc aujourd'hui, on va tous prendre un petit cours d'économie. Avant de commencer, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux dons dans votre parcours d'économiste? Écoutez, merci pour la question. C'est une question importante parce qu'on parle toujours depuis quelque part, en fait. Et comme vous l'avez dit, ça fait très longtemps que je travaille sur l'économie de la culture. J'avais été membre du cabinet de Jack Lang il y a bien longtemps, lorsqu'il était ministre de la Culture. Et quand je suis revenue à l'université, je m'étais promis de travailler sur la culture et j'ai publié ce livre auquel vous faisiez référence, l'économie de la culture. Et puis, évidemment, quand on travaille sur l'économie de la culture, on s'interroge aussi sur le financement de la culture. Et très vite, on est confronté à cette opposition, puisqu'en France, ça a été longtemps cela, entre financement public et financement privé, avec une forme de méfiance des acteurs de la culture pendant longtemps pour les financements privés. Et puis les choses ont évolué au fil du temps. Il y a eu la loi Aillagon qui a été importante, qui a donné des avantages fiscaux aux mécènes, mais je ne crois pas que ça relève simplement de l'avantage fiscal. Je crois que les mentalités ont un petit peu changé, et sans qu'il y ait eu un renversement total, c'est vrai qu'aujourd'hui on accepte, on admet, on recherche même des financements privés en complément des financements publics. Donc je suis venue au don par la culture, si je puis dire. Mais le sujet m'a suffisamment intéressée pour qu'avec ma collègue Nathalie Moureau, on se dise qu'on avait envie d'explorer un peu l'histoire du don dans la science économique, la manière dont les économistes se sont intéressés au sujet, et puis finalement la manière dont le don est partout présent
dans la société, dans l'économie et la façon dont il irrigue de nombreux secteurs. Bah, écoutez, ça me parle beaucoup ce que vous dites parce que pour moi-même, ça a été un chemin de traverse, la philanthropie, puisqu'au départ, je me destinais plutôt à un métier dans le secteur des arts et de la culture. Mais effectivement, la recherche de fonds étant un petit peu le nerf de la guerre dans ce secteur qui est un petit peu le parent pauvre, souvent, eh bien, ça a été effectivement un chemin de traverse qui a conduit aujourd'hui à faire ce que je fais. Alors, pour se mettre un petit peu en jambes, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre l'économie du don et le don dans l'économie? L'économie du don, c'est plutôt l'étude de la manière dont les économistes, mais pas que d'ailleurs, pas seulement eux, s'intéressent au don et regardent dans le fond sa dimension économique. Ce sont d'abord les sociologues qui se sont intéressés au don, les historiens d'une certaine manière, les anthropologues, bien plus que les économistes. Et donc, s'intéresser au sujet du point de vue de la discipline économique, c'était un peu notre objet. Et puis, le don dans l'économie, c'est aussi voir l'autre aspect du don, c'est-à-dire la manière dont il s'inscrit dans l'économie, dont il va déterminer le fonctionnement de certains secteurs de notre vie économique. Par exemple, les associations, le secteur de la santé vit en partie seulement bien entendu du don. Il faut savoir, pour vous donner un exemple qui est assez frappant, quand on regarde une fondation comme la fondation Gates, la fondation qui a été créée par Bill et Melinda Gates, elle est bien plus riche que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et d'une certaine manière, il y a une partie de la politique de la santé, la politique mondiale de la santé, qui est définie par la fondation, à travers les objectifs que la fondation se donne, plus que par l'OMS, c'est-à-dire l'institution publique représentative des différents pays. Donc voilà, vous voyez, il y a les deux aspects, c'est-à-dire à la fois un aspect qui serait plutôt théorique, un aspect plutôt empirique, mais les deux s'articulent, se tricotent l'un avec l'autre, se conjuguent l'un et l'autre. Est-ce qu'on peut dire qu'on a d'un côté un modèle économique qui est basé sur le don plutôt que l'échange marchand? Donc ça, on va dire que c'est tout ce qui repose sur le principe de réciprocité, de la construction des relations sociales. Donc ça fait référence un petit peu aux premiers travaux des sociologues, anthropologues comme Martial Mauss. Et de l'autre, on aurait une pratique du don au sein d'une économie de marché en fait, où les transactions sont basées sur de l'échange et du profit, quoi. Je vois bien votre question et je trouve que c'est une question importante que de se demander, dans le fond, la place du don. La place du don dans des économies de marché. Et c'est d'ailleurs toute la question, à la fois au plan théorique, on y reviendra peut-être, mais aussi au plan empirique, tout simplement, c'est comment le don entre dans l'économie de marché. Est-ce que c'est en opposition? Est-ce que c'est en complémentarité? Est-ce que ça interroge les échanges marchands ou est-ce que ça s'inscrit dans des échanges et d'une certaine manière le don aurait une dimension marchande? Voilà, toutes ces questions sont là, elles sont extrêmement importantes. Pour donner un exemple concret, certains économistes vont dire ce qui est important dans le don, c'est qu'il soit efficace. Ça s'appelle l'altruisme efficace. Qu'est-ce que ça veut dire là? L'idée est que dans le fond, il faut donner à ce qui pourra ensuite présenter des résultats en termes d'efficacité, y compris économique ou de lutte contre la pauvreté, etc. Et on peut discuter ça en disant c'est peut-être pas le critère d'efficacité qui doit prévaloir, mais d'autres critères, même si on est peut-être moins efficace que dans d'autres circonstances, c'est quand même important d'aller vers les populations les plus déshéritées, alors que d'une certaine manière, l'efficacité irait peut-être plus facilement à des populations un peu moins déshéritées, pauvres mais un peu moins déshéritées, qu'on arriverait du coup à sortir de la pauvreté, vous voyez. Donc ces questions, elles sont toujours prégnantes, elles renvoient au paradigme de la science économique. La science économique s'est construite sur un paradigme très simple, qui est dans le fond, nous poursuivons nos intérêts, et la somme de nos intérêts, c'est le bien-être de tout le monde. Ben non, c'est pas si simple. C'est la fameuse théorie de l'homo economicus
Donc cette transition de l'économie du don au don dans l'économie, elle a été graduelle au fur et à mesure de l'évolution de la société, tant sur le plan social, politique, économique. Mais est-ce qu'il y a eu une accélération dans cette transition à un moment donné? Parce qu'aujourd'hui, on voit que le don est partout. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction. Il peut être prélevé à la source, il peut être intégré directement dans le modèle d'affaires, il peut être embarqué lors d'un achat. Il est partout, quoi. Oui, le don est partout et quand on regarde l'histoire du don, qu'on essaye de définir ce qu'est le don, comment il s'inscrit dans un ensemble de pratiques qui relèvent d'une certaine manière du don, on voit qu'il y a toutes sortes de pratiques, dont la charité, qui n'a pas attendu les temps modernes pour exister. Donc, effectivement, le don est partout. Il faut bien préciser chaque fois ce dont on parle. Alors ensuite, ce qui est important aussi, c'est de voir comment le don est entré dans la pensée économique. Parce que dans le fond, il est entré dans la pensée économique quand l'interrogation est arrivée. Elle est arrivée où? Elle est arrivée d'une part, alors bon, on l'a dit chez les anthropologues, chez les sociologues de longue date, si on regarde chez les économistes, elle est arrivée parce que, notamment aux États-Unis, il y a une large partie du financement de toutes sortes de comment vous dire, d'activités qui concourent au bien commun, ce financement passait par le don, par la charité, une charité bien ordonnée, qui a été d'ailleurs souvent critiquée, mais on pourra y revenir. Donc voilà, ça c'est le phénomène américain qui va émerger au 19e siècle et surtout se développer au 20e. Et puis ensuite, vous avez des économistes qui, dans le cadre même du paradigme de l'homo economicus, cherchant son intérêt, en quelque sorte, ce qu'on appelle son utilité, vont se dire, mais dans le fond, on pourrait intégrer ces pratiques du don dans ce paradigme de l'homo economicus. Et ce sera l'idée que, dans le fond, dans ma fonction, qu'on appelle ma fonction d'utilité, c'est-à-dire ce qui fait que je suis content, les choses me font plaisir, ou que je fais les choses, eh bien, il y a une dimension, il y a un déterminant qui est l'altruisme. Alors, cette entrée de l'altruisme dans l'économie peut paraître un peu paradoxale, mais on va se dire que l'altruisme augmente en quelque sorte l'utilité de l'individu. Je suis plus content, je me fais plus plaisir en rajoutant une petite dose d'altruisme à mon comportement individuel. C'est pas vrai pour tout le monde, mais ça va être vrai pour certains. Est-ce qu'il reste aujourd'hui de cette idée d'économie du don qui s'est développée donc dans les sociétés traditionnelles ou certaines communautés, est-ce qu'il reste quelque chose de cette économie du don aujourd'hui? Bien sûr, parce que le donner, recevoir, rendre, qui est la grande idée de Marcel Mauss quand il publie l'essai sur le don, va faire des petits dans la pensée sociologique, avec de très grands sociologues qui vont prolonger cette réflexion, mais aussi chez les économistes, parce qu'on se rend compte que beaucoup de relations sociales passent par là. Je donne, je reçois parce que j'ai donné, et puisque j'ai reçu, je vais à mon tour donner de nouveau. Il y a toute une philosophie aussi qui va se développer, toute une littérature, etc. Donc ça a été vraiment prégnant. Pourquoi? Parce que ça raconte les relations interindividuelles. Ça raconte pas tout. Ça ne les résume pas, mais ça raconte quelque chose des relations individuelles, ça permet de comprendre les sociétés primitives, mais aussi beaucoup de comportements dans nos sociétés. Oui, d'ailleurs, vous parlez dans le livre de ce que Mauss appelait la générosité agonistique, donc qui est très empreinte de rivalité, donc c'est cette idée de lutte de la générosité presque, en vous appuyant sur un exemple très contemporain, celui des contributions de grands donateurs au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce concept? On pourrait multiplier les exemples. C'est l'idée qu'il y a une rivalité dans le don. C'est-à-dire que ce qui se joue dans le don, c'est pas simplement le fait pour chaque individu ou entreprise ou structure qui donne, le fait de donner, c'est aussi peut-être une concurrence entre les donateurs parce que quelque chose de plus se joue. Alors on donne l'exemple évidemment de Notre-Dame, quand Notre-Dame a brûlé, de grands mécènes extrêmement riches ont commencé à donner, pour ne pas les citer, Pinault, Arnaud et d'autres, et quand l'un donnait, l'autre donnait un peu plus et annonçait éventuellement qu'il ne ferait pas appel aux avantages fiscaux, etc. Donc il y a eu une espèce de, exactement ce que décrit Mauss, c'est-à-dire je te donne, mais moi un peu plus, etc. Ça c'est tout à fait intéressant. Et on le voit en d'autres occasions, c'est-à-dire que, ce que je veux dire, c'est que le don, c'est le don, mais c'est aussi bien plus. Et c'est ce bien plus qui nous a passionnés quand on a travaillé là-dessus. Pourquoi on donne ?
comment on donne et qu'est-ce qui fait, par exemple, alors on va aller tout à fait à l'opposé de Notre-Dame. Vous savez, quand on va au Monoprix faire ses courses, à la fin, quand vous allez vous apprêter à payer, il y a un petit machin qui vous demande si vous voulez ajouter quelques centimes, faire un arrondi par rapport à la somme, hein, qui ira à des associations. C'est une logique, là aussi, où vous voyez imbriquer, pour répondre aussi à la question de tout à l'heure, le marchand et le non-marchand. Car qu'est-ce que vous êtes en train de faire payer? Vous payez vos courses, tout bêtement. Et en même temps, on vous propose de donner, et les banques alimentaires, d'ailleurs, c'est tout à fait en ce moment, et d'autres exemples, voilà, où vous faites dans le fond, un achat augmenté, pour parler la langue un peu de l'internet, un achat augmenté, mais dans l'augmentation ne va pas aller au Monoprix, encore que ça participe de la réputation du Monoprix dans un sens, hein. Donc il y a un avantage indirect, mais va aller à des associations. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, les anthropologues se sont intéressés assez tôt aux dons, à partir des années 1920, je crois, là où les économistes ont commencé à s'y intéresser à partir des années 60. Ce qu'on comprend, c'est qu'à la base, arrêtez-moi si je me trompe, mais la générosité était perçue comme un phénomène plutôt non rationnel, donc qui entrait un peu en contradiction avec le paradigme de l'homo economicus, hein, donc selon lequel l'homme est rationnel et dont les actions sont motivées par son propre intérêt, etc. Et puis petit à petit, on a commencé à rationaliser un petit peu l'altruisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les premières découvertes des précurseurs ? Alors il y a eu des petites choses, si vous voulez, bien avant, mais les grands économistes qui se sont intéressés aux dons et qui ont vraiment marqué l'histoire de la pensée, c'est Gary Becker, qui lui-même aura le prix Nobel d'économie, pas sur ses travaux sur le don, mais il va en parler. C'est Boulding, c'est James Buchanan, et puis vous allez avoir aussi d'autres économistes qui vont arriver ensuite dans la suite, Vickrey et beaucoup d'autres. Donc il y a tout un pan de l'économie politique qui va s'intéresser aux dons, soit de manière frontale, c'est-à-dire comme centre des recherches, soit de manière latérale, c'est-à-dire s'intéressant à d'autres sujets. Le don va arriver en quelque sorte dans les problématiques qui sont soulevées. Et on va avoir soit des propositions originales, soit simplement l'intégration du don dans une vision plus globale du fonctionnement d'une économie qui cherche à se financer, etc. Donc on va avoir les deux en même temps, et vous avez toutes sortes d'exemples qu'on pourrait donner. James Buchanan est le bon samaritain qui se demande finalement si celui qui donne a une bonne raison de donner en quelque sorte. Et est-ce que sa raison de donner, c'est sortir le clochard à qui il va donner un petit peu d'argent dans la rue, le sortir de la pauvreté, se faire plaisir ou autre chose? Qu'est-ce qui fait que on donne? Et dans le fond, le clochard en question, il n'a pas nécessairement intérêt à faire des efforts, dira Buchanan, car Buchanan était un libéral qui n'aimait pas beaucoup ce qu'il voyait comme une forme d'assistance. Donc vous avez aussi des critiques du don là derrière. Vous avez d'autres travaux assez amusants, par exemple d'économistes moins connus, mais qui vont réfléchir à ce qu'ils vont appeler la perte sèche. C'est lorsqu'on fait un cadeau. Vous faites un cadeau, je sais pas moi, à votre belle-mère par exemple, et puis vous essayez de réfléchir à ce qui lui ferait plaisir, et vous tombez complètement à côté. Et finalement, si vous lui aviez donné de l'argent, dans le fond, ça aurait été plus efficace, parce qu'elle aurait pu s'acheter vraiment ce qui lui fait plaisir. Mais en même temps, il y a une espèce de ce qu'on appelle cash stigma, c'est-à-dire le cash, ça fait mauvais genre. Donc vous n'allez pas donner de l'argent à votre belle-mère, donc vous allez lui offrir un cadeau qui dans le fond lui fait pas plaisir. C'est une perte sèche du point de vue économique. Donc il y a des petits travaux qui sont amusants, mais qui ont des conséquences importantes, parce que si on déroule un petit peu ce fil-là, quand on voit par exemple que beaucoup de gens, surtout aujourd'hui, maintenant, grâce à Internet, etc., échangent leurs cadeaux sur Internet, mais avec évidemment une perte, c'est-à-dire vous recevez un cadeau qui a coûté, mettons, 50 € à celui qui vous l'a offert, vous allez l'échanger, mais vous allez perdre quelque chose, peut-être 10 €. Et donc la perte sèche pour vous, c'est 10.
Vous voyez, donc il y a des travaux amusants, puis il y a des travaux beaucoup plus sérieux qui vont s'attaquer vraiment à, comment vous dire, à ce qui fait que l'on donne, avec en arrière-fond la question très importante de comment on incite les gens à donner, à bien donner et à fidéliser leurs dons. C'est-à-dire donner régulièrement, parce que c'est super un don, même important, mais c'est encore mieux une espèce de fidélité qui se construit entre un projet et ses donateurs. Voilà. Et donc là, ces travaux-là vont explorer beaucoup plus les déterminants du don, les déterminants individuels du don. Oui, c'est ça, parce que l'altruisme a été étudié quand même à travers différentes perspectives, à la fois biologiques, psychologiques, sociologiques, puisque vous évoquez donc cette deuxième série de travaux un peu plus poussés. De quelle manière l'économie a contribué justement à élargir notre compréhension de l'altruisme, que ce soit en termes de motivation du don ou de qu'est-ce qui renforce notre fibre altruiste? Alors, les économistes se sont beaucoup intéressés à la question. Alors, surtout récemment, il y a eu des travaux, notamment de Serge Christophe Kolm, qui est un très grand économiste et qui a beaucoup publié là-dessus, des travaux assez théoriques. Et puis, il y a eu, grâce à des évolutions de la science économique aussi, avec ce qu'on appelle l'économie expérimentale, qui va essayer de recréer comme en laboratoire une petite société et se demander qu'est-ce qui détermine les gens à agir de telle ou telle manière. Et donc, on a essayé de regarder quels étaient les déterminants du don, pourquoi les gens donnaient, qu'est-ce qui les incitait à donner. C'est extrêmement important parce que si vous voulez professionnaliser la collecte, il faut la comprendre. Il faut comprendre ce qui fait que les gens donnent. Eh ben, c'est très compliqué parce que c'est toute une série de motivations. Même l'altruisme, par exemple, dans l'altruisme, on distingue un altruisme pur et un altruisme impur. L'altruisme impur, c'est la théorie qu'on appelle du warm glow du gant. Quand vous serrez la main de quelqu'un, c'est le fait qu'on a, dans le fond, impur parce on retire du plaisir à l'altruisme. Donc on y gagne quelque chose. Donc c'est pas complètement détaché de tout intérêt personnel. Et l'altruisme pur existe quand on n'a pas d'intérêt personnel. C'est-à-dire, par exemple, je vais donner 100 € à une cause quelconque, mais je ne suis pas attaché à ce que ce soit moi qui donne, ou à ce que ça se sache. Mais même à ce que ce soit moi, si c'est quelqu'un d'autre, pourvu que ça puisse faire fonctionner cette cause, la faire avancer, c'est ça qui compte. C'est l'altruisme pur. Vous voyez, donc on a essayé de distinguer différents cas de figure. Qu'est-ce qui joue? La réputation, le regard des autres, la culpabilité dans certains cas. On a vu que, alors ça c'est pas dans les expériences en laboratoire, mais par exemple, et ça a été montré maintes fois, que pour les entreprises, elles corrigent le mal, entre guillemets, c'est pas du mal à proprement parler, qu'elles ont fait. Exemple, elles payent très mal les ouvriers et ensuite elles donnent de l'argent. Alors on peut se dire elles pourraient plutôt mieux payer leurs ouvriers et donner un peu moins d'argent. Mais de manière très cynique, certains grands donateurs ont pu dire mais cet argent sera mieux utilisé si je le donne à une association qui ensuite fera le bien des gens. On peut discuter quand même l'idée. Et c'est Roosevelt qui disait la dépense des plus riches en bienfaisance ne saurait compenser l'inconduite qui les a conduits à pareille richesse. C'est très violent comme citation, c'est très intéressant, puisque ça nous vient des États-Unis, et c'est d'une grande lucidité. C'est-à-dire, on donne pour donner, on donne aussi souvent pour compenser une conduite. Et c'est ce qu'on a voulu appeler dans le livre, un petit peu pour faire une espèce de parenté ou un clin d'œil à ce qui se passe dans le domaine de l'économie du climat, l'économie verte, l'économie de l'environnement. On parle de greenwashing. Vous savez, le greenwashing, c'est quand une entreprise qui pollue va avoir des actions de bienfaisance, si je puis dire, qui contribuent à la dépollution. Où ça se fait beaucoup aussi en finance. Eh bien, il y a une espèce de gift washing en quelque sorte, c'est-à-dire par votre don, vous effacez en quelque sorte le mal ou la dette sociale que vous avez contractée. Ouais, c'est le principe du pollueur-payeur, mais qui dans on va dire le champ philanthropique se présente différemment puisque les donateurs, les philanthropes jouent avec leurs propres règles finalement. Il n'y a pas d'instance de régulation ou d'intermédiaire qui vient un petit peu édicter les règles, quoi. C'est le grand sujet, et nous insistons beaucoup là-dessus. Quand on travaille sur le don, on se rend compte effectivement qu'il n'y a pas de neutralité du don d'une part, et que d'autre part, il y a une grande différence entre le
pollueur-payeur, encore qu'il y a des pollueurs qui peuvent faire ça spontanément, mais il y a aussi des régulations de la pollution qui font que, je ne sais pas, si vous polluez une rivière avec une activité industrielle quelconque, vous êtes amené éventuellement à compenser le préjudice d'une manière ou d'une autre, ou à acheter des droits à polluer, etc. Il n'y a pas ce système, c'est-à-dire ce système est spontané ou imposé par des normes sociales qui se mettent en place. Ça peut être l'un ou l'autre, mais c'est vrai que cette obligation n'existe pas. Et le deuxième point qui est très important que vous avez soulevé, c'est que celui qui va choisir de donner va ensuite choisir pleinement à qui il donne, pour soutenir quel type d'action. Et là, on voit bien qu'il y a peut-être un sujet, c'est-à-dire que à la fois il choisit de créer peut-être quelques difficultés sociales ou environnementales ou je ne sais trop quoi, mais ensuite il les compense à son bon vouloir en quelque sorte. Alors, on a parlé des motivations du don, l'altruisme pur, impur, avec toutes les variantes à l'intérieur de ça. Donc, on peut donner soit par contagion émotionnelle, comportement empathique. Donc là, on va être plutôt sur l'aspect émotionnel. D'autres qui vont vouloir répondre à certaines normes sociales ou une pression sociale parce que c'est dans les us et coutumes et que il est de bon ton de donner. Ou d'autres qui vont en fait le faire dans un but purement rationnel, c'est-à-dire de se dire si moi je donne aujourd'hui, peut-être qu'un jour je serai dans la situation inverse du bénéficiaire. Donc c'est une forme de contre-don qu'on retrouve. Exactement, une forme de contre-don. C'est l'idée d'une dette. Maintenant, si on regarde, qu'est-ce qui vient amplifier cet altruisme et qu'est-ce qui vient alimenter cette fibre altruiste? Est-ce qu'il y a eu des expériences à ce niveau-là? Qu'est-ce qui est ressorti en fait des laboratoires économiques? Ce qui alimente l'altruisme, il y a deux choses. Ça peut être soit une incitation, un effet prix en quelque sorte, c'est-à-dire vous donnez, mais ça vous coûte moins cher que le don que vous avez fait. C'est-à-dire, maintenant c'est quelque chose qui est bien connu, il y a un avantage fiscal qui est octroyé, qui dépend si vous êtes une entreprise, un particulier, du type de don, etc. Enfin, qui est de l'ordre de 66% du don. Après, ça peut être un peu plus, un peu moins, ça dépend. Ça peut être beaucoup si vous donnez, par exemple, pour acheter ce qu'on appelle un trésor national et qui ensuite va entrer dans les musées nationaux. Donc voilà, il y a différentes possibilités. Donc il y a ce côté incitation, dans le fond, qu'on connaît bien en économie, c'est le prix, c'est un effet prix. Mais il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer, et ces facteurs sont à prendre en compte, vous les avez évoqués, c'est-à-dire que ça peut être des effets d'imitation, ça peut être les émotions, qui sont pas toujours bonnes conseillères, mais elles existent. Les émotions peuvent conduire d'ailleurs à des dons peut-être excessifs pour une cause précise, parce qu'à un moment donné, vous avez une émotion collective qui peut être même une émotion mondiale. Vous aviez évoqué tout à l'heure Notre-Dame, on pourrait évoquer le tsunami en Asie du Sud-Est, etc., où vous avez des émotions collectives qui suscitent une flopée de dons qui vont être fléchés sur une action caritative précise, alors que beaucoup d'autres besoins existent, mais qui sont moins à l'ordre du jour. Donc l'information, la communication, la construction d'une relation, c'est absolument fondamental. Ce que j'évoquais tout à l'heure, je crois que c'est un point essentiel. Par exemple, dans le crowdfunding, le financement participatif, vous donnez à une cause qui a été présentée sur une plateforme de financement participatif. Quand on recherche de l'argent de cette manière-là, c'est parce qu'on recherche de l'argent pour construire un projet, bien sûr. Mais ça va au-delà. C'est très souvent quelque chose qui va permettre de connaître l'intérêt d'un public pour ce projet, donc aussi la fiabilité de ce projet, la manière dont il entre en résonance avec l'actualité sociale, économique, politique, idéologique, je ne sais. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est que vous allez créer votre fan club. Les gens qui ont donné vont en parler, etc. Et va se construire, dans le fond, une première communauté de gens qui s'intéressent à ce don
et qui vont constituer cette communauté qui va peut-être créer, parce que nous économistes, nous appelons des cascades informationnelles, une communauté plus large encore, etc. Vous voyez, donc tous ces points-là sont tout à fait importants pour comprendre les logiques du don, en quelque sorte. Et la distance avec le bénéficiaire, ça joue aussi? Parce que souvent on dit par exemple que dans l'aide internationale, ce qu'on ne voit pas ne nous touche pas nécessairement de la même façon que ce qu'on côtoie au coin de la rue ou voilà. Donc est-ce que ça joue Alors il y a la distance au sens très large du terme, c'est-à-dire il y a la distance géographique effectivement, mais aussi la distance culturelle en quelque sorte, émotionnelle. Tout à l'heure j'évoquais le tsunami en Asie, c'est loin peut-être, mais il y avait plein de touristes européens. Et donc ça a sans doute joué dans l'espèce d'élan qui s'est produit. Donc c'est toujours dans cette complexité-là qu'il faut regarder le don. Ça peut être à la faveur aussi d'une campagne. Vous disiez, et c'est un point sur lequel nous insistons dans le livre, c'est vrai qu'il y a un point qui joue, c'est la manière dont celui qui demande fait vibrer une petite fibre en nous, et éventuellement la fibre aussi de l'inquiétude de se retrouver dans sa situation un jour. Je donne, et dans le fond, c'est un peu, pas une assurance, mais un point qui va aider à penser que si un jour à mon tour j'ai besoin, on donnera pour moi. Et c'est un point qui est évidemment très important et qui va se jouer aussi dans des dons d'une toute autre nature que celle dont nous parlions tout à l'heure, comme le don d'organes, le don de sang, etc. Voilà. Et donc ça joue aussi cette espèce d'identification à l'autre. Tout cela se retrouve dans les études économiques qui ont pu être faites sur le pourquoi du don, si je puis dire, le pourquoi et le comment. Alors, dans le langage économique, une action altruiste est dite rationnelle quand le bénéfice attendu est supérieur au coût. Quels sont justement les bénéfices qui justifient que les altruistes se sacrifient pour les autres ? C'est justement qu'ils se sacrifient pas, qu'ils n'ont pas le sentiment du sacrifice. Je ne crois pas que ce soit le sentiment du sacrifice. Le sentiment du sacrifice est beaucoup plus lié au concept de charité. Quand on est dans le don, dans la philanthropie, dans le mécénat, on est dans des actions d'un autre type. Le philanthrope, qu'est-ce qu'il attend ? Il attend à la fois de donner pour donner, mais il attend aussi quelque chose de plus qui va le distinguer justement des autres notions qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de corriger en quelque sorte un dysfonctionnement de la société. Quand il va donner par exemple à des pauvres, il s'intéresse pas seulement à la situation des pauvres, et aux symptômes en quelque sorte, il va vouloir aussi agir pour qu'il y ait moins de pauvres, à travers par exemple des actions de type associatif. Comment puis-je dire ? Ça hérite aussi de ce qui se passe aux États-Unis, où l'État-providence est beaucoup moins développé, où l'effort culturel public est beaucoup moins développé, et tout cela transite beaucoup plus par des dons. Et donc vous avez, par exemple, aux États-Unis, d'abord une tradition de dons à la fois chez les personnes privées, dans les entreprises qui vont créer des fondations, etc. Et cette tradition du don, elle s'explique aussi par le fait qu'il y avait encore, en quelque sorte, un trou à combler. Oui, d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai appris ça en vous lisant. Au début du XXe siècle, les Américains prévoyaient un budget don dans leur budget du ménage, quoi. C'était déjà très, très ancré dans leur vie. Oui, et Zune, qui est un très, très bon observateur du don, notamment aux États-Unis, et s'interroge beaucoup à la philanthropie, ce qu'il appelle la philanthropie de masse. Et je trouve l'expression très intéressante parce qu'elle désigne bien un phénomène qui est celui du peuple et pas seulement des très riches que nous évoquions tout à l'heure, qui donnent quelquefois des petites sommes, mais pas si petites en regard de leurs revenus. Et pourquoi ils donnent ? Ils donnent parce que ça fait partie, dans le fond, de leur manière d'être un être social. De participer à leur manière à la collectivité, au contrat social, en fait. Oui, à la vie collective. Alors c'est moins vrai en France, beaucoup moins vrai sans doute jusque récemment, parce que justement il y avait ce développement de l'État-providence et que dans le fond on avait donné à travers ses impôts, etc. Et donc donner une deuxième fois de manière spontanée pouvait sembler de trop, si je puis dire.
Donc on donnait, mais il y avait pas cette même culture du don qui s'est beaucoup plus développée ces derniers temps, à travers aussi des campagnes très intelligentes. Par exemple, quand Versailles a lancé sa campagne Adopter un banc. Donc il fallait donner de l'argent pour un banc, et puis éventuellement il y avait votre nom sur le banc. Voilà, c'est une manière de faire plaisir aux gens. En même temps, c'est vous gagner quelque chose qui n'est pas monétaire, mais qui est le plaisir d'aller s'asseoir sur le banc où il y a votre nom parce que vous avez donné de l'argent. Et dans le fond, voilà, c'est aussi une manière de retrouver un altruisme qui est à la fois désintéressé et d'une manière intéressée, mais pas monétairement, par d'autres biais. C'est une forme de bénéfice indirect qui n'est pas monétaire, mais qui est quand même une forme de bénéfice à travers effectivement l'amélioration de l'image de soi ou des effets de statut aussi qui peuvent jouer. Très importants, qui sont très importants. Notamment, alors là, aux États-Unis, par exemple, les grands donateurs des grandes universités, l'effet de statut est très important, avec beaucoup de questions qu'on peut se poser ensuite quand ils inscrivent leurs enfants à l'université. On peut penser que la barrière à l'entrée n'est pas très élevée. On sait que la recherche économique a une influence sur la politique économique et sociale menée par les gouvernements. Est-ce que cette influence est exercée dans les politiques du don ? Je pense surtout à la fiscalité. Alors vous savez, les économistes ont une influence. C'est vrai qu'on en a dans la mesure où vous avez quand même les hommes politiques, les gouvernants s'intéressent plus à l'économie qu'autrefois ou différemment. Par exemple, François Mitterrand ne s'intéressait pas du tout à l'économie, c'était le dernier de ses problèmes. On a aujourd'hui des gouvernants plus intéressés à cela. Le Conseil d'analyse économique produit des notes qui sont lues, qui sont vues. Après, beaucoup d'autres filtres arrivent. Alors cela dit, c'est vrai que les économistes ont sans doute contribué, mais je dirais pas tant que ça à la mise en place d'une fiscalité avantageuse pour les mécènes. C'était vraiment une idée de Jean-Jacques Ayagon, quand il a été ministre de la Culture, qui pensait qu'il fallait renforcer les dispositifs fiscaux, qui étaient à ce moment-là relativement faibles en France. Aujourd'hui, on a des dispositifs fiscaux qui sont très avantageux pour les mécènes, très avantageux vraiment, qui permettent, pour les entreprises comme pour les particuliers, de déduire de leurs impôts une large part des dons qu'ils ont pu effectuer, à la condition évidemment que les organismes auxquels ils donnent soient éligibles à cette déduction fiscale. Alors, est-ce que les économistes ont joué un rôle ? Je dirais pas tant que ça. Ensuite, il y a eu des évaluations de la loi qui ont été faites par de très bons économistes, je pense notamment aux travaux de Gabriel Fac, par exemple, et d'autres, et qui montrent que c'est compliqué, la relation entre le don et l'avantage fiscal. D'abord, tout le monde ne fait pas appel à l'avantage fiscal, soit par ignorance, soit en considérant que donner c'est donner et qu'on ne va pas ensuite reprendre les 2/3 de la somme, etc. D'autres, au contraire, maximisent l'avantage fiscal. On a beaucoup reproché à la Fondation Vuitton, à côté du jardin d'acclimatation à Paris, d'avoir été construite grâce notamment, mais pas que bien entendu, à des avantages fiscaux qui ont été très bien optimisés et qui ont permis qu'au bout du compte, ce soit plus de 450 millions d'euros qui est constitué, si vous voulez, des avantages fiscaux pour la Fondation. Enfin, pour le groupe LVMH. Et donc, c'est un rapport de la Cour des comptes qui a mis ça en évidence. Donc, l'avantage fiscal joue, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. C'est un des éléments d'un ensemble de déterminants qui font que l'on donne. Prenons l'exemple très intéressant des Restos du Cœur, il n'y a pas si longtemps, qui ont fait appel aux dons parce que ils étaient dans une situation difficile et ils anticipaient surtout une situation qui allait se dégrader très vite. Pourquoi ? Parce que il y avait de plus en plus de pauvres avec la crise, que les dons arrivaient en un petit peu moins grand nombre du fait de la crise, et que l'inflation faisait que les biens, notamment alimentaires, qu'ils allaient acheter pour les pauvres, coûtaient plus cher. Donc, si vous preniez les 3 éléments, évidemment, on avait les 3 ingrédients d'une grande crise. Et donc, ils ont fait une campagne très intelligente, qui a été très bien relayée par les médias, et ils ont reçu
beaucoup d'argent, y compris d'ailleurs de LVMH, mais pas que, qui leur ont permis de pouvoir regarder l'avenir avec une certaine sérénité. Mais ce qui est fait de manière ponctuelle pour un établissement comme ça, très connu en plus, les Restos du Cœur, ça parle à tout le monde, ne peut pas être fait pour tout le monde. Et on voit bien, même dans les musées, par exemple, Louvre, un service dédié à la collecte de fonds est très efficace. Un plus petit musée aura plus de difficultés, bien entendu. L'argent, d'une certaine manière, je dirais en grande partie, c'est assez paradoxal, l'argent privé va aux plus riches, aux institutions les mieux dotées, je dirais plutôt, on va le dire comme ça. Et c'est très frappant, par exemple, pour les grandes universités américaines. Quand vous regardez la part des dons, tout en reçoivent, mais plus elles sont grandes et grosses, plus elles en reçoivent, parce que ce sont leurs anciens élèves qui sont allés dans les grandes universités et la boucle est bouclée. Dans le livre, vous écrivez que le débat sur l'efficacité du financement philanthropique versus celle du financement public divise les économistes. Est-ce que vous pouvez développer sur ce qui fait l'objet de cette division, en fait? Ça divise les économies, ça divise aussi les politiciens, bien sûr, les spécialistes de politique publique et les spécialistes aussi même d'analyse de la démocratie. La question est la suivante. Est-ce qu'il y a une substituabilité parfaite entre de l'argent public et de l'argent privé ? On peut se dire que dans le fond, ça change rien. Il faut savoir déjà, et c'est la question de la fiscalité qu'on a évoquée tout à l'heure, quand, par exemple, vous donnez de l'argent privé à la place de l'argent public, cet argent privé est en partie de l'argent public, puisqu'il y a cette compensation via la fiscalité qui est faite par l'État pour le donateur. Donc le donateur donne moins que ce qu'on croit qu'il donne. Sous réserve évidemment qu'il fasse jouer son avantage fiscal, mais en général il le fait, en tous les cas pour les entreprises. Donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi la non-neutralité. Au fond, est-ce que si par exemple vous avez un bien public quelconque, je ne sais pas moi, l'éclairage public dans la rue, est-ce que c'est financé par l'État? Est-ce que c'est financé par de l'argent privé? Est-ce que ça change quelque chose? Eh bien oui, parce que ça change la question de la décision et de l'intérêt. L'intérêt du donateur, qui peut être tout à fait altruiste, mais poursuivre des intérêts qui ne sont pas nécessairement ceux de la collectivité. Dans ce cas, vous n'optimisez pas la dépense que vous avez faite vis-à-vis de la société. Ça rejoint, vous savez, des problématiques qui sont importantes, qui sont des problématiques d'un autre ordre, qui sont toutes les problématiques éthiques qui sont derrière le don, que certains économistes ont essayé d'embrasser, sur lesquels ils ont essayé de travailler en introduisant l'éthique comportementale dans leur modèle. Et pour donner un exemple tout à fait concret à ceux qui nous écoutent, par exemple, c'est le fameux grand débat sur les opioïdes aux États-Unis. C'est-à-dire la famille Sackler, qui était une famille qui produisait des opioïdes qui permettaient de réduire la douleur, a inondé littéralement le marché d'opioïdes, les Américains étant addicts, si je puis dire, à ces opioïdes, ils en prenaient de plus en plus, donc la famille gagnait de plus en plus d'argent. De ce fait, elle a, non pas en compensation, je dirais même en complémentarité de fait qu'elle faisait des profits, elle a donné. Elle a énormément donné aux grands musées, ou à tel point que certains ont dénommé une aile pour l'appeler l'aile Sackler. Ça allait très loin. Ils ont donné aux musées, ils ont donné aux universités, ils ont donné à des actions caritatives, etc. Et puis, à un moment donné, le scandale est venu sur le devant de la scène avec tous les morts liés à cette drogue, en fait, parce qu'ils abusaient de cette drogue. Et à ce moment-là, il y a eu une espèce de retournement et les musées se sont beaucoup posé de questions et certains ont mis des années à dénommer les salles qu'ils avaient nommées. Ils n'ont pas pour autant rendu l'argent d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est compliqué le don. C'est-à-dire, c'est le meilleur, bien entendu. C'est indispensable en bien des domaines. On peut critiquer, par exemple, la fondation Gates, mais l'éradication d'un certain nombre de maladies dans les pays en développement, c'est eux, grâce à des vaccins, etc. Mais en même temps, il faut être lucide et être vigilant.
C'est un peu comme les deux facettes d'une même pièce. Alors justement, s'interroger sur le don dans l'économie, c'est aussi s'interroger sur son poids face au financement public et ses potentielles dérives, comme par exemple l'atteinte à la démocratie, la recherche d'influences exonérées d'impôts ou la concurrence déloyale entre fondations privées et établissements publics. Vous parliez tout à l'heure du musée Vuitton. C'est un exemple manifeste de concurrence déloyale entre fondations privées avec des super moyens qui parviennent d'ailleurs à faire venir des collections de l'international là où le gouvernement n'y parvient pas. Alors, comment arbitrer entre l'encouragement des dons et le maintien de recettes fiscales? Comment concilier philanthropie et politique publique sans créer d'effet d'éviction? C'est un enjeu permanent. Il n'y a pas de règle, il y a de la vigilance, il y a de la discussion, et on avance comme ça. Vous voyez, je me suis beaucoup interrogée, je vous ai dit, je suis partie de l'économie de la culture, donc effectivement, il y a eu, on a évoqué la Fondation Vuitton, mais il y en a bien d'autres. Quand vous regardez, par exemple, à Paris, on va avoir, tout près du Louvre et de Beaubourg, la magnifique Fondation Cartier qui va ouvrir bientôt. On a la Bourse du Commerce, qui a été avec ce lieu d'exposition ouvert par François Pinault. Voilà, vous avez une offre culturelle qui apprend petit à petit qu'elle n'est plus que publique. La difficulté pour les institutions publiques, c'est qu'effectivement, elles font la course avec un handicap. Et elles ont plus de contraintes. C'est beaucoup plus souple, une fondation d'une certaine manière. Mais je pense que la bonne articulation, le bon équilibre, c'est quelque chose qui se construit en marchant. Et donc, au fil du temps, avec des gens du public qui partent dans le privé. Alors, il y a un appel, évidemment, on va pas être angélique. Quand Suzanne Paget rejoint la fondation Vuitton, qui est une extraordinaire conservatrice et curatrice, et qu'elle organise les plus belles expositions qu'on peut imaginer, la dernière étant l'exposition Rothko. Suzanne Paget, elle vient du public, elle a fait toute sa carrière dans le public. Donc on peut se dire, il y a une forme de prédation. Et puis on peut regarder ça sous une autre forme, en se disant, c'est un dialogue qui quelquefois est un peu à sens unique, mais qui ne peut que se construire dans un dialogue réciproque. Sinon, ça marchera pas. Et quant à l'équilibre entre recettes fiscales et encouragement du don, ça c'est compliqué parce qu'on peut jouer sur différentes variables. On a par exemple le montant du plafonnement, on a est-ce que l'avantage fiscal porte sur le montant d'imposition ou après imposition. Enfin bon bref, il y a plein de cas de figure, donc c'est un peu un casse-tête finalement. Oui, alors c'est là aussi où le tâtonnement joue. C'est-à-dire par exemple quand je vous donnais l'exemple de cet avantage fiscal qui a été extrêmement important pour la Fondation Vuitton, bien il a été décidé qu'on allait plafonner cet avantage fiscal pour justement éviter des effets de ce type-là de concentration d'un avantage fiscal jugé excessif. En même temps, les choses se font au fur et à mesure du temps, vous voyez, mais pour l'instant, la place du don, elle est plutôt marginale dans nos économies que centrale. Simplement, cette marge est très importante. Je pourrais vous donner un exemple, par exemple l'Opéra de Paris. Si vous regardez son dernier rapport annuel, vous allez voir l'importance des dons. Ça doit être à peu près, grosso modo, 8% du budget. On peut se dire c'est pas beaucoup, mais 8% c'est pas rien. Parce que si ça s'ajoute à un financement à la fois par la billetterie, par toutes sortes d'activités et évidemment par la subvention, ça va peut-être être quelque chose qui va s'ajouter à la marge artistique, c'est-à-dire ce qui permet pleinement d'avoir une activité très audacieuse en matière de programmation. Vous prenez un festival, on va être un peu dans le même cas de figure, c'est-à-dire ce sont des sommes qui sont pas si importantes que ça, mais qui peuvent faire basculer vers autre chose. Ce qui est embêtant, c'est quand, au prétexte de cette somme, il y a trop de choix stratégiques qui sont faits avec l'intériorisation par les responsables du fait qu'il va falloir aller chercher de l'argent privé. Donc, il va falloir faire telle ou telle action plutôt que telle ou telle autre. J'ai pas beaucoup d'exemples comme ça. Pour l'instant, je dirais que c'est plutôt une relation apaisée dans l'ensemble. Et donc, je trouve que en entrant dans ce monde du don, parce que d'une certaine manière, c'est ce qu'a fait la France à la faveur de la loi Yagon, mais pas que, aussi d'une évolution des mentalités, je trouve qu'on l'a fait plutôt dans un mode de relation apaisé
que dans un mode de relation conflictuel. Pour terminer, Françoise, j'aimerais vous questionner sur les zones d'ombre qu'il reste à élucider dans ce champ de recherche. Après 60 ans et quelques de recherche en économie sur le don. Écoutez, plusieurs choses peut-être. D'abord, le don s'est beaucoup professionnalisé, la collecte. Je pense qu'on a encore à apprendre pour faire mieux, plus intelligemment, à la fois de la part de ceux qui reçoivent et de la part de ceux qui font l'effort de donner ou aussi des intermédiaires, parce que quelquefois le don est intermédiaire, quelquefois vous demandez directement, quelquefois vous allez passer par des structures en quelque sorte. Et donc là, je pense qu'il y a un travail qui est un travail de connaissance dans le fond des comportements. Je pense qu'on peut aller plus loin. Il y a un deuxième champ qui me semble intéressant, c'est le numérique qui a commencé à être utilisé. Il a été utilisé, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure, c'était pour les microdons notamment, pour faire connaître aussi les besoins, etc. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller aussi dans le travail sur les données que les donateurs veulent bien donner pour mieux connaître qui sont les donateurs, pourquoi ils donnent, comment on peut les convaincre mieux, plus intelligemment, etc. Mieux les associer, dans le fond, ex post aussi, à ce que devient la structure ou l'action ou ce qu'ils ont soutenu. Qu'est-ce qui s'est passé après ? À quoi a servi leur don ? Je pense que ça, c'est très important. Donc, il y a ce travail-là qui peut être fait. Sur la fiscalité, je pense qu'on peut beaucoup affiner les effets de la fiscalité, en quoi elle est bien calibrée, les avantages fiscaux, est-ce qu'ils sont bien calibrés ou pas. Nous, avec Nathalie Moreau, on avait travaillé un petit peu sur le problème de l'avantage fiscal à 90% du montant du don. 90% quand c'est pour un trésor national. Le trésor national, c'est par exemple un tableau qui a beaucoup d'importance, ça a été un caillebotte récemment. Ça pose beaucoup de questions. 90%, c'est la quasi-totalité. Si vous pensez que l'entreprise, par ailleurs, fait une campagne de communication grâce à cela, voilà, tout le don est payé. Donc, à ce moment-là, le don a une fonction qui est celle qui est pas inintéressante peut-être, de forcer l'État à faire ce qu'il n'aurait pas fait sans le don. Ça lui coûte la même chose dans le fond. Mais simplement, il l'aurait peut-être pas fait si ça avait pas transité à un moment donné par un don. C'est quand même intéressant. Voilà, donc là, je pense que là aussi, il y a un travail à faire de réflexion pour voir s'il faut pas faire évoluer les dispositifs fiscaux. Et puis, dans nos modèles économiques, je pense qu'on a encore beaucoup à travailler sur la manière dont on peut élargir la vision des comportements humains par l'économiste, qui est quelquefois peut-être un peu simpliste ou simplifié. Aujourd'hui, on travaille sur beaucoup de choses. Par exemple, on travaille sur la confiance, qui a quelque chose à voir avec le don. D'ailleurs, vous donnez à un organisme dans lequel vous faites confiance pour qu'il aille au bout de l'action qu'il a mise en avant. Donc la confiance est là. Mais beaucoup de modèles économiques travaillent sur la confiance. Donc je pense qu'il y a, si vous voulez, je pense qu'on peut beaucoup approfondir ce qui a déjà été fait, mais beaucoup de choses ont été faites. C'est ce qu'on a essayé de montrer quand même dans le livre. Nous-mêmes, on a découvert aussi des travaux économiques, peut-être moins connus que d'autres, passionnants. Bon, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer. J'espère que la relève est assurée dans le champ économique, avec de jeunes chercheurs prêts à s'y coller. Merci beaucoup, Françoise, pour cette masterclass d'économie sur le don. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission ? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.